William Scott est rentré chez lui sans prévenir. Personne ne savait qu'il était de retour. La maison était silencieuse, comme elle l'avait été pendant 18 mois. Mais soudain, il entendit quelque chose. Des sons provenant de l'intérieur. Son cœur se mit à battre la chamade. Il ne savait pas ce que c'était. Il s'avança vers le bruit, les mains tremblantes. Cela venait de la cuisine. Il poussa la porte, et ce qu'il vit arrêta son cœur. William Scott était milliardaire. Un magnate de l'immobilier à Manhattan, un homme qui s'était fait tout seul. Il transformait des immeubles vides en tours de luxe valant des centaines de millions. Tout ce qu'il touchait se transformait en or, mais l'argent ne pouvait pas ramener ce qu'il avait perdu. Sa femme, Catherine, était morte dans un accident de voiture, dans l'Upper East Side. Un conducteur ivre avait brûlé un feu rouge. Elle avait été tuée sur le coup. William était à Dubaï, en train de conclure une affaire de 200 millions de dollars, lorsqu'il reçut l'appel. Lors de ses funérailles, quelque chose se brisa chez ses 3 filles. Mary, Edith et Michelle, 4 ans, des triplés identiques, avec des boucles blond miel et des yeux verts. Elles cessèrent de parler, toutes les 3, en même temps. Mary avait l'habitude de réciter des comptines. Edith demandait pourquoi pour tout. Michelle chantait des chansons inventées dans son bain. Désormais, plus rien. Le silence. 18 mois de silence complet. Pas de mots, pas de rire, pas de pleurs à haute voix. Juste 3 petites filles se tenant la main, fixant le vide comme des fantômes. William dépensa des millions pour essayer de réparer cela. Des pédopsychologues des meilleurs hôpitaux, des spécialistes de Londres, thérapie après thérapie. Il les emmena à Disneyland, à la plage, dans le Montana. Il leur acheta des chiots, leur construisit une cabane dans les arbres. Rien ne fonctionna. Les filles restaient enfermées en elles-mêmes, silencieuses ensemble, comme si elles avaient fait un pacte avec le deuil. Alors William fit ce que font les hommes brisés. Il s'enfuit. Il s'enterra dans le travail. Des journées de 16 heures, des voyages d'affaires 1 semaine sur 2, Singapour, Londres, Dubaï. Parce que rester dans cette maison lui donnait l'impression de suffoquer. Son domaine à Westchester comptait 12 chambres, une piscine à débordement, un court de tennis, une salle de cinéma, mais c'était l'endroit le plus solitaire au monde. Un soir, Martha, la gouvernante en chef, qui était avec la famille depuis 20 ans, s'approcha de lui. « Monsieur Scott, je ne peux plus gérer cela seul, la maison est trop grande. Les filles ont besoin de plus d'aide que je ne peux leur en donner. Puis-je embaucher quelqu'un ?» William leva à peine les yeux. « Embauchez qui vous voulez, Martha. » 3 jours plus tard, Maureen Hart franchit la porte. 30 ans, originaire de Harlem, étudiant l'éducation de la petite enfance le soir tout en élevant son neveu adolescent. Sa sœur était décédée 2 ans plus tôt. Elle comprenait le deuil. Elle savait ce que l'on ressentait en continuant de respirer alors que le cœur est brisé. William vit Maureen une fois dans le couloir. Elle portait du matériel de nettoyage. Elle fit un signe de tête. Il ne la regarda même pas. Mais ses filles la remarquèrent. Maureen n'essaya pas de les réparer. Elle ne les força pas à parler ou à sourire. Elle se contentait d'être là, chaque jour, pliant le linge, fredonnant de vieux hymnes pendant qu'elle travaillait, nettoyant leur chambre, étant simplement présente, et lentement, les filles commencèrent à se rapprocher. La première semaine, Mary observait depuis l'embrasure de la porte pendant que Maureen faisait les lits, puis Edith, puis Michelle. La deuxième semaine, Maureen fredonnait doucement en rangeant les jouets. Michelle s'approcha doucement, écoutant simplement. La troisième semaine, Mary laissa un dessin au crayon de couleur sur le linge propre, un papillon jaune. Maureen le ramassa comme s'il était précieux. Elle sourit et le scotcha au mur. « C'est magnifique, ma chérie », murmura-t-elle, et les yeux de Mary s'animèrent un instant. Juste un peu. Semaine après semaine, quelque chose se passait. Quelque chose de calme, de sacré, quelque chose que William ne vit jamais parce qu'il n'était jamais à la maison. Les filles commencèrent à chuchoter à Maureen, puis à faire des phrases, puis à rire pendant qu'elle pliait les serviettes. Au bout de 6 semaines, elle chantait à nouveau. Maureen ne l'annonça pas. Elle les aimait simplement avec douceur, avec patience, comme on arrose un jardin en faisant confiance à Dieu pour faire pousser les fleurs. William n'avait aucune idée que ses filles revenaient à la vie. Il était à Singapour pour conclure un contrat massif. Épuisé,
stressé. Il n'était pas censé rentrer avant 3 jours. Mais quelque chose en lui dit de partir. Il n'appela pas. Il réserva simplement un vol et partit. Lorsqu'il franchit la porte d'entrée, la maison était calme. Comme toujours, il ne s'attendait à rien de différent. Mais alors, il entendit quelque chose. Des sons. Sa poitrine se serra. Il resta figé dans l'entrée, à l'écoute. Ce n'était pas possible. La maison était silencieuse depuis 18 mois, mais les sons étaient réels. Des rires d'enfants. Les mains de William se mirent à trembler. Son cœur tambourinait. Il ne comprenait pas. Il avança vers le bruit dans le couloir, de plus en plus vite. Son souffle se coupa dans sa gorge. Cela venait de la cuisine. Il atteignit la porte. Sa main tremblait alors qu'il la poussait. Et ce qu'il vit à l'intérieur arrêta son monde entier. Mais avant de continuer, abonnez-vous. Cliquez sur j'aime et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Parce que cette histoire vous rappellera que les miracles peuvent se produire dans les moments les plus inattendus et que l'amour peut ramener ce que nous pensions avoir perdu pour toujours. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que William a vu dans cette cuisine. La lumière du soleil inondait les fenêtres de la cuisine, éclatante, chaleureuse, le genre de lumière qui donne l'impression que tout est vivant. Michelle était assise sur les épaules de Maureen, ses petites mains emmêlées dans les cheveux de la femme, riant aux éclats. Mary et Edith étaient assises pieds nus sur le comptoir près de l'évier, les jambes balançantes, les visages rayonnants. Elles chantaient vraiment « You are my sunshine ». Leur voix remplissait la pièce comme une musique dont William avait oublié l'existence. Maureen pliait de petites robes colorées, fredonnant avec elles, souriant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Les filles portaient des tenues magenta assorties. Leurs cheveux étaient brossés, leurs joues étaient roses de joie. Elles semblaient vivantes. William resta figé sur le seuil. Son porte-document était tombé de sa main quelque part derrière lui. Il ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus respirer. Ces filles parlaient, riaient, chantaient. Pendant 3 secondes, quelque chose s'ouvrit en lui. Un soulagement si puissant qu'il eut l'impression que sa poitrine allait s'effondrer. De la gratitude, de la joie, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Catherine. Comme si peut-être, juste peut-être, Dieu ne les avait pas oubliés. Puis Michel cria « Plus fort, mademoiselle Maureen, chantez plus fort !» Et quelque chose changea. William ne le comprenait pas. Il ne pouvait pas le nommer. Mais cela monta vite, brûlant et laid. De la jalousie, de la honte, de la rage. Cette femme, cette étrangère, avait fait ce que lui n'avait pas pu faire. Elle avait ramené ses filles d'entre les morts. Pendant qu'il concluait des affaires et survolait le monde, elle était ici à les aimer, à les guérir, à être le parent qu'il aurait dû être. Et il la détestait pour cela. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sa voix explosa dans la cuisine comme un coup de feu. Le chant s'arrêta. Instantanément, le visage de Michel se décomposa. Maureen trébucha, ses mains tremblant alors qu'elle soulevait prudemment Michel de ses épaules pour la poser à terre. Mary et Edith se figèrent sur le comptoir, leurs jambes s'arrêtant net. « Monsieur Scott, je… » La voix de Maureen était calme, assurée, mais William voyait qu'elle tremblait. « C'est totalement inapproprié. » La voix de William craqua. « Vous avez été engagé pour nettoyer, pas pour jouer à la poupée et transformer ma cuisine en une sorte de cirque de garderie. » Maureen baissa les yeux. « Je passais juste du temps avec elles, monsieur. Elles étaient. » Je ne veux pas l'entendre. Le visage de William était rouge, ses poings serrés contre ses hanches. Mettre mes filles sur les comptoirs, les porter comme ça. Et si l'une d'elles tombait? Et si quelque chose arrivait? Rien n'est arrivé, monsieur. Je faisais attention. Vous êtes renvoyé. Le mot tomba, froid, définitif. Emballez vos affaires. Partez maintenant. Maureen resta là un moment, ses mains agrippant le bord du comptoir. Ses yeux étaient humides. Mais elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle fit simplement un signe de tête. « Oui, monsieur. » Elle passa devant William la tête haute, les épaules droites, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Les filles ne firent pas un bruit. Elles descendirent du comptoir lentement, prudemment, se tenant la main. Leurs visages étaient inexpressifs, vides, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur à l'intérieur d'elles. Elles regardèrent leur père.
le regardèrent vraiment, et William le vit. La peur. Elles avaient peur de lui. La lèvre de Mary trembla, mais aucun son ne sortit. Edith serra plus fort la main de sa sœur. Les yeux de Michel s'emplirent de larmes qui coulèrent silencieusement sur son visage. Puis elles se tournèrent et sortirent ensemble de la cuisine, main dans la main, leurs pieds nus frappant doucement le sol. La pièce retomba dans le silence. William resta là, seul. Les robes éclatantes que Maureen pliait étaient encore sur le comptoir. La lumière du soleil qui paraissait si chaleureuse quelques instants plus tôt semblait maintenant dure, accusatrice. Ses jambes se firent faibles. Il attrapa le bord du comptoir pour se stabiliser. « Qu'est-ce que je viens de faire ?» Sa voix n'était qu'un murmure. La maison était redevenue silencieuse, comme elle l'avait été pendant 18 mois, froide, morte, vide. William s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, et pour la première fois depuis les funérailles de Catherine, il ressentit tout le poids de ce qu'il était devenu. Pas un père, mais un destructeur. Ce soir-là, William était assis seul dans son bureau. La pièce était sombre, à l'exception de la lampe sur son bureau. Un verre de scotch reposait intact dans sa main. Il fixait la photo sur l'étagère. Catherine riant, tenant les filles quand elles étaient un bébé, toutes les trois enveloppées dans ses bras. Son sourire était si éclatant qu'il était douloureux à regarder. « Qu'ai-je fait, Catherine ?» Sa voix craqua. « Pourquoi ai-je fait ça ?» Le silence pesait dans chaque coin de la maison, lourd, étouffant. On frappa doucement à la porte. « Monsieur Scott ?» La voix de Martha, douce mais ferme. « Puis-je entrer ?»« Oui. » Elle entra lentement, refermant la porte derrière elle. Elle n'apporta pas de thé cette fois, ne s'assit pas, resta juste là, les bras croisés, le regardant comme une mère regarde un enfant qui a fait quelque chose de terriblement mal. Elle parlait, Monsieur Scott. William leva les yeux. « Quoi ?»« Vos filles. » Elle parlait à Maureen. Sa poitrine se serra. « Je le sais, Martha. Je les ai vues aujourd'hui. » « Non. » Martha secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Ce n'était pas seulement aujourd'hui. Elle parle depuis 6 semaines. » Le verre glissa de la main de William. Il ne se brisa pas, se renversa simplement sur le bureau. Le scotch se répandit sur le bois. Il ne fit pas un geste pour nettoyer. 6 semaines. Oui, monsieur. Des phrases entières, des histoires, des chansons. Maureen les a ramenées petit à petit, chaque jour. Les mains de William se mirent à trembler. 6 semaines. Comment ? Pourquoi personne ne me l'a dit ? La voix de Martha était douce, mais elle trancha profondément. Vous n'étiez jamais là pour qu'on vous le dise, monsieur Scott. Il se couvrit le visage de ses mains. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Martha, j'ai tout détruit. J'ai tout détruit en 10 secondes. Oui, monsieur, vous l'avez fait. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Aucun réconfort, juste la vérité. La voix de William sortit brisée. Quel genre de père suis-je ? Mes filles guérissaient. Elles guérissaient vraiment, et je n'en avais aucune idée. J'ai été tellement occupé à fuir cette maison que je n'ai même pas remarqué qu'elle revenait à la vie. Martha s'approcha. Sa voix était plus basse désormais. Monsieur Scott, comprenez-vous ce que vous avez fait aujourd'hui ? Ces filles avaient confiance en Maureen. Elles s'étaient ouvertes à elle. Et vous leur avez montré que lorsqu'on a peur ou qu'on est confus, on blesse les gens qu'elles aiment. William leva les yeux, le regard rougit. Je ne réfléchissais pas, je les ai vues si heureuses avec elles et j'ai senti que je ne comptais plus, comme si j'avais été remplacé. Alors, vous avez tout détruit ? Oui. Sa voix n'était qu'un souffle. J'ai tout détruit. Martha décroisa les bras. Qu'allez-vous faire maintenant ? Je dois m'excuser auprès de Maureen, auprès des filles. Je dois réparer cela. S'excuser est un début, mais ces filles n'ont pas besoin de vos mots, monsieur Scott. Elles ont besoin de vous, vraiment vous. Pas de l'homme qui travaille 80 heures par semaine et qui jette de l'argent sur les problèmes. Elles ont besoin de leur père. William acquiesça lentement. Je parlerai à Maureen dès demain matin. Je lui demanderai de revenir. Je vais arranger ça. Martha l'étudia longuement, puis elle se tourna vers la porte. Je l'espère, monsieur. Pour leur bien. Elle le laissa assis là, dans le noir. William regarda à nouveau la photo de Catherine. Les visages des filles, si petits, si innocents. Il les avait déçus. Déçu Catherine, déçu lui-même. Mais peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard pour essayer à nouveau.
Le lendemain matin, William fit appeler Maureen à son bureau. Elle entra silencieusement, la tête basse, les mains jointes devant elle. Elle portait le même uniforme, la même dignité, mais quelque chose dans son regard avait changé. « Asseyez-vous, Maureen. » Elle s'assit sur le bord de la chaise, le dos droit, attendant. William s'éclaircit la gorge. « Maureen, je tiens à m'excuser. Ce que j'ai dit hier, la façon dont je vous ai parlé, était totalement déplacée. Je ne savais pas que les filles avaient recommencé à parler. Martha me l'a dit hier soir. J'avais tort. » Maureen ne dit rien. Vous n'étiez pas inapproprié. Vous preniez soin d'elle d'une manière que je... Sa voix vacilla. D'une manière que je ne pouvais pas, et je suis sincèrement désolé. Elle leva alors les yeux. Son regard était calme, clair. Puis-je parler librement, monsieur Scott? Bien sûr. Vous ne m'avez pas seulement renvoyé hier. Vous m'avez humilié. Devant 3 petites filles qui me faisaient confiance. Vous leur avez montré que les gens comme moi ne comptent pas. Que lorsqu'on est confus ou effrayé, on blesse les gens. William grimaça. Maureen se leva. Je connais ma place, monsieur. Je suis la gouvernante. Je nettoie. Je plie le linge. Mais ces filles, elles sont devenues mon cœur. Et vous avez brisé cela devant elles. Maureen, s'il vous plaît. Je ne reviendrai pas, monsieur Scott. Pas parce que vous me renvoyez, mais parce que je ne peux pas rester dans un endroit où l'amour est puni. Elle se dirigea vers la porte. William se leva. S'il vous plaît, mes filles ont besoin de vous. Maureen se tourna, la main sur la poignée de la porte. Vos filles ont besoin de leur père, monsieur Scott. Commencez peut-être par là. Et elle partit. Martha trouva William encore assis à son bureau 1 heure plus tard. Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas? Dit-il sans lever les yeux. Non, monsieur, elle ne reviendra pas. William frappa son poing sur le bureau. Je sais, Martha. Je sais que j'ai tout gâché. Martha croisa les bras. Alors, allez la chercher. Comment? De la même manière que vous poursuivez vos contrats d'affaires, avec humilité et rapidité. William la regarda vraiment, puis il se leva. Où habite-t-elle? Martha hésita. Monsieur Scott, s'il vous plaît. Martha, je dois essayer. Elle soupira. Harlem. Je vais vous donner l'adresse. William se rendit en ville cet après-midi-là. L'adresse le mena à un modeste immeuble d'appartements dans une rue étroite, trottoir fissuré, peinture défraîchie, un monde à l'opposé de Westchester. Il monta les escaliers jusqu'au 3e étage et frappa. Un adolescent ouvrit la porte, grand, le regard méfiant. Il dévisagea William de haut en bas, le costume coûteux, les chaussures cirées, et sa mâchoire se serra. « Ouais, je cherche Maureen Hart. Est-ce qu'elle habite ici ?» L'expression du garçon se durcit. « C'est qui demande ? Je m'appelle William Scott, j'étais son employeur, je dois lui parler. C'est vous qui l'avez viré. » La gorge de William se serra. « Oui, j'ai fait une erreur, je dois m'excuser. » Le garçon s'avança, bloquant l'entrée. « Vous l'avez fait pleurer, mec. Vous l'avez embarrassé devant des gamines. Et maintenant vous vous pointez ici en pensant que vous pouvez tout arranger? Je sais que je l'ai blessé. C'est pour ça que je suis là. S'il vous plaît, 5 minutes. Elle ne veut pas vous voir. S'il vous plaît. » La porte se referma. William resta là à fixer la peinture qui s'écaillait, ses mains serrées en poing, puis relâchées. Il n'avait jamais été rejeté ainsi. Jamais on ne lui avait fermé une porte au nez. Dans son monde, l'argent ouvrait tout. Ici, cela ne signifiait rien. Il réessaya le lendemain. Martha lui avait donné une autre adresse, chez la sœur de Maureen dans le Bronx, un autre bâtiment modeste, un autre quartier où son costume le faisait ressortir comme s'il n'était pas à sa place. Il frappa. Une femme d'une 40aine d'années ouvrit la porte. Un bébé sur la hanche. Elle semblait épuisée. « Je peux vous aider? Je cherche Maureen Hart. On m'a dit qu'elle logeait peut-être ici. » Le visage de la femme changea. De la reconnaissance, puis quelque chose de plus froid. « C'est vous, le riche, qui lui avez crié dessus. » William baissa la tête. « Oui, je dois lui parler pour m'excuser. Elle ne veut pas vous parler. »« S'il vous plaît, laissez-moi juste m'expliquer. »« Maureen » appela la femme par-dessus son épaule. « Il y a quelqu'un pour toi. » Des bruits de pas. Puis Maureen apparut dans l'encadrement de la porte derrière sa sœur. Quand elle vit William, son visage devint de marbre. « Que voulez-vous, monsieur Scott? Parlez, s'il vous plaît. Il n'y a rien à dire, Maureen. Je sais que ce que j'ai fait était mal.
Je sais que je vous ai blessé, mais mes filles, elles n'ont pas dit un mot depuis que vous êtes partis. Elles sont retournées dans ce silence. J'ai détruit la seule bonne chose qui leur soit arrivée depuis la mort de leur mère. » La mâchoire de Maureen se serra. « Ce n'est pas ma responsabilité. Je sais que ça ne l'est pas, mais je ne suis pas ici en tant que patron. Je suis ici en tant que père qui a déçu ses enfants, et je vous supplie de m'aider. » Maureen détourna le regard, les yeux mouillés. William mit la main dans sa veste et sortit une petite boîte en carton. Ses mains tremblaient alors qu'il la lui tendait. Les filles ont fait ça. Martha l'a trouvée cachée dans leur salle de jeu. Maureen hésita. Puis elle la prit. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient 3 dessins, chacun étiqueté d'une écriture tremblante. Mademoiselle Maureen. Un papillon jaune, un arc-en-ciel, un cœur avec des personnages bâtons se tenant la main, et en dessous, une feuille de papier pliée. Maureen la déplia. Les mots étaient écrits au crayon de couleur, grands et inégaux. « S'il te plaît, reviens, nous t'aimons. » Maureen porta sa main à sa bouche. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Elles ont dessiné ça pour vous, » dit William doucement. Chaque soir, avant de se coucher, Martha les trouvait sous l'oreiller de Mary. Maureen serra la boîte contre sa poitrine, les épaules secouées. La voix de William se brisa. « Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de les sauver parce que moi, je ne le peux pas. » Maureen resta là, tenant la boîte, les larmes coulant sur son visage. Elle ne les essuya pas. Elle restait simplement là, fixant les dessins comme s'ils lui brisèrent le cœur à nouveau. William attendit. Il n'insista pas, ne parla pas. Pour la première fois depuis des années, il se contenta d'attendre. Enfin, Maureen leva les yeux. Sa voix était chargée d'émotion. « Monsieur Scott, William, ce que vous avez fait a fait mal. Pas seulement à moi, à elle. Je le sais. Vous leur avez fait sentir que m'aimer était mal, que d'être heureuse était quelque chose dont elle devait avoir honte. » La gorge de William se serra. « J'étais en colère contre moi-même, pas contre vous. Je les ai vues vivantes à nouveau, et j'ai réalisé. » Sa voix se brisa. « J'ai réalisé qu'une étrangère avait fait ce que leur propre père n'avait pas pu faire. Et au lieu d'être reconnaissant, j'ai tout détruit. » Maureen essuya ses yeux du revers de la main. « Comprenez-vous ce qu'il a fallu pour que ces filles me fassent confiance, pour qu'elles s'ouvrent? Elles étaient restées silencieuses pendant 18 mois. Et en un instant, vous leur avez appris que les gens s'en vont, que l'amour n'est pas sûr. Je passerai le reste de ma vie à réparer cela. Je vous le jure. » Elle regarda à nouveau les dessins. Le papillon de Mary, l'arc-en-ciel d'Edith, les personnages de Michel se tenant la main. Sa sœur s'approcha, le bébé toujours sur la hanche. « Maureen, tu ne lui dois rien. » « Je sais. » La voix de Maureen n'était qu'un murmure. « Mais je leur dois à elle. » Elle regarda William. « Si je reviens, et je dis bien si, les choses doivent changer du tout au tout. N'importe quoi, nommez-le. Vous ne pouvez pas continuer à travailler 80 heures par semaine. Vous ne pouvez pas continuer à voler à travers le monde 1 semaine sur 2 alors que vos filles grandissent sans vous. Si je dois les aider à guérir, vous devez en faire partie. En faire vraiment partie. » William acquiesça. « Je vais tout restructurer, travailler de la maison, réduire les voyages. Je ne parle pas de réduire, monsieur Scott. » Les yeux de Maureen étaient désormais fixes, fermes. « Je parle d'être là, d'être présent pour le petit déjeuner, pour le coucher, pour les jours difficiles où elle pleure, sans savoir pourquoi. Vous ne pouvez pas réparer cela à distance. Je comprends. » « Vraiment ?» Elle s'approcha. « Parce que je ne reviendrai pas juste pour vous regarder briser leur cœur à nouveau. Je ne serai pas celle qui ramasse les morceaux pendant que vous êtes à Singapour pour conclure des affaires. » William ressentit le poids de ce qu'elle demandait. Sa vie entière, tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il était devenu, tout tournait autour du travail, de la réussite, du contrôle. Et elle lui demandait de lâcher prise. « Je ne sais pas si je sais comment faire cela, » admit-il doucement. « Je ne sais pas comment simplement m'arrêter. » L'expression de Maureen s'adoucit. « Juste un peu. Alors vous apprendrez, de la même manière que ces filles apprennent à refaire confiance, un jour à la fois. » Le silence s'installa entre eux. William la regarda vraiment. Cette femme qui n'avait rien comparé à sa richesse, qui avait perdu sa sœur, qui élevait un neveu tout en travaillant et en étudiant, qui avait aimé ses filles sans rien demander en retour. Et il réalisa quelque chose.
Elle était plus forte qu'il ne l'avait jamais été. « Si vous revenez, dit-il lentement, je serai là. Je vous le promets, quoi qu'il en coûte. » Moren étudia son visage pendant un long moment, cherchant quelque chose. La vérité peut-être, ou la sincérité. Enfin, elle acquiesça. « Une semaine. Donnez-moi une semaine pour y réfléchir. » Moren. « Une semaine, monsieur Scott. C'est tout ce que je demande. Si vous pensez vraiment ce que vous dites, vous pouvez attendre 7 jours. » Elle lui rendit la boîte. « Gardez ça, montrez-le aux filles. Dites-leur que je l'ai vu. Dites-leur. » Sa voix s'étrangla. « Dites-leur qu'elles me manquent aussi. » Puis elle rentra, et la porte se referma doucement. William resta là, dans le couloir, tenant la boîte de dessin, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De l'espoir et de la terreur. William rentra à Westchester en silence. La boîte était posée sur le siège passager. Il ne cessait d'y jeter un coup d'œil. 3 dessins, 3 déclarations d'amour d'enfant qui avaient réappris à parler, puis étaient retombés dans le silence à cause de lui. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée, la maison se dressa devant lui. 12 chambres, tout cet espace, tout ce vide. Il resta assis dans la voiture un long moment avant d'entrer. Martha l'accueillit à la porte. Elle ne demanda pas comment cela s'était passé. Elle regarda simplement la boîte dans ses mains et acquiesça. « Elles sont dans la salle de jeu, » dit-elle doucement. William monta les escaliers lentement. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. Arrivé à la porte de la salle de jeu, il s'arrêta. Par l'entrebâillement, il pouvait les voir. Mary, Edith et Michel étaient assises sur le sol en un petit cercle, se tenant la main. Elles ne jouaient pas, ne dessinaient pas, restaient simplement là, fixant le vide comme elles le faisaient pendant les 18 mois avant l'arrivée de Moren. William poussa doucement la porte. Les 3 filles levèrent les yeux. Leurs visages ne changèrent pas. Pas de sourire, pas de peur, juste du vide. « Salut les filles. » Sa voix sortit plus douce qu'il ne l'avait prévu. Elles ne répondirent pas. William entra et s'assit par terre en face d'elles. Pas trop près. Il ne voulait pas les effrayer. « Je suis allé voir mademoiselle Moren aujourd'hui. » Les yeux de Mary s'animèrent. « Juste un peu. » William souleva la boîte. « Elle a voulu que je vous rende cela. Elle a vu vos dessins, ceux que vous avez faits pour elle. » Michel serra plus fort la main de sa sœur. « Elle voulait que je vous dise quelque chose. » La gorge de William était serrée. Elle a dit qu'elle lui manquait aussi. La lèvre d'Edith trembla, mais elle ne fit pas un bruit. William posa la boîte entre elles. « Je sais que j'ai fait une bêtise. Je sais que je vous ai fait peur. Et je sais. » Il fit une pause, sa voix se brisant. « Je sais que je n'ai pas été le père dont vous aviez besoin. Pas depuis la mort de votre maman. » Silence. Les filles continuaient de le fixer avec ses grands yeux verts, les yeux de Catherine. « J'avais tellement peur après l'avoir perdue, » continua William, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je ne savais pas comment être ici sans elle. Je ne savais pas comment vous aider. Alors, je me suis enfui, j'ai travaillé. Je me suis convaincu que si je gagnais assez d'argent, si j'achetais assez de choses, si j'embauchais assez de gens, peut-être que je pourrais réparer ce qui était brisé. » Mary cligna des yeux. Une larme roula sur sa joue. « Mais je ne peux pas réparer ça avec de l'argent. Je le sais maintenant et je suis tellement, tellement désolé. » Les épaules de Michel commencèrent à trembler. Elle pleurait en silence, de la même manière qu'elle avait pleuré pendant 18 mois. Les yeux de William le brûlaient. « Je ne sais pas si mademoiselle Moren va revenir, mais je sais ceci. Je ne pars plus. Je reste ici avec vous parce que vous êtes plus importante que n'importe quel contrat, n'importe quel immeuble, n'importe quelle somme d'argent au monde. » Il tendit la main lentement, la paume ouverte, attendant. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis Mary lâcha la main de sa sœur. Elle rampa vers l'avant lentement, prudemment, comme si elle n'était pas sûre de sa sécurité, et elle prit la main de son père. La poitrine de William se fendit. Il l'attira contre lui, et elle enfouit son visage dans son épaule, toujours silencieuse, mais s'accrochant à lui. Puis Edith vint. Puis Michel. Toutes les 3 se pressèrent contre lui, pleurant sans bruit, leurs petits corps tremblants. William les enveloppa de ses bras et les serra comme il aurait dû le faire depuis le début. « Je suis là, » murmura-t-il. « Je suis là maintenant.
je vous le promets. Pour la première fois en 18 mois, William Scott resta. Il ne regarda pas son téléphone, ne pensa pas au travail, ne s'enfuit pas. Il tint simplement ses filles et se laissa ressentir tout ce qu'il avait évité. Le deuil, la culpabilité, l'amour désespéré et lancinant pour ces 3 petites âmes qui méritaient tellement plus que ce qu'il leur avait donné. Et à ce moment-là, quelque chose changea. William tint sa promesse. Il annula son voyage à Londres, repoussa ses réunions, dit à son assistante de vider son emploi du temps pour les 2 prochaines semaines. Pour la première fois en 18 mois, il était à la maison. Il prépara le petit déjeuner, s'assit avec les filles pendant qu'elles mangeaient. Elles picoraient leur nourriture en silence, mais elles ne partaient pas. C'était un progrès. Il leur fit la lecture ce soir-là, assis par terre dans leur chambre avec un livre d'images sur les papillons, le préféré de Catherine. Les filles étaient assises sur leur lit, le regardant, sans sourire, sans parler, mais écoutant. Quand il eut fini, il embrassa chacune d'elles pour leur dire bonne nuit. « Je vous aime », murmura-t-il. « Je vous aime tellement. » Elles ne répondirent pas, mais Mary lui serra la main juste une fois. 3 jours passèrent ainsi. William resta. Il essaya. Il était présent à chaque repas, jouait avec elle dans le jardin, restait avec elle pendant les heures de calme, mais il manquait quelque chose. Les filles étaient là physiquement, mais elles n'étaient pas présentes. Elles se déplaçaient dans la maison comme des ombres, silencieuses, prudentes, comme si elles attendaient quelque chose ou quelqu'un. Le 4e jour, William trouva Michel assise près de la porte de la buanderie. Elle tenait quelque chose, un petit morceau de tissu, l'une des robes magenta qu'elle portait le jour où il avait explosé, le jour où Maureen était partie. Michel la pressait contre son visage. Ses épaules tremblaient. Le cœur de William se brisa. Il s'agenouilla près d'elle. « Michel, mon cœur. » Elle ne le regarda pas, continua juste de serrer cette robe, pleurant sans bruit. « Est-ce que tu veux que mademoiselle Maureen revienne ?» Michel acquiesça. William sentit sa poitrine se serrer. « J'essaie, ma chérie. J'essaie de la faire revenir. » Michel leva enfin les yeux vers lui. Ses yeux verts étaient rouges, vides, et William le vit. Elle ne le croyait pas. Ce soir-là, William ne put dormir. Il se tint dans le couloir devant la chambre des filles, écoutant. Au début, il n'y eut rien, juste le silence. Puis, il l'entendit. Des chuchotements. Son cœur s'arrêta. Il se rapprocha, pressant son oreille contre la porte. « Tu penses qu'elle va revenir ?» La voix de Mary était si petite. « Je ne sais pas, » répondit Edith. « Papa a dit qu'il essayait, » ajouta Michel. Silence. « Mais il a déjà dit ça avant, » reprit Mary. « Il a dit qu'il serait plus à la maison. Il a dit plein de choses. » La main de William agrippa le cadre de la porte. « Peut-être qu'elle ne veut pas revenir. » La voix d'Edith craqua. « Peut-être qu'on l'a rendue trop triste. »« On ne l'a pas rendue triste, Michel, c'est papa qui l'a fait. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. « Elle me manque. » Mary commença à pleurer. « Elle me manque tellement. Moi aussi. Moi aussi. » William resta là, figé, écoutant ses filles pleurer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui les avait aimées mieux que lui, quelqu'un en qui elles avaient confiance. Il se laissa glisser le long du mur et s'assit par terre, la tête dans les mains. Elles parlaient, mais pas à lui. Elles avaient appris à faire suffisamment confiance à Maureen pour s'ouvrir, et il avait tout détruit si complètement que même maintenant, même quand il était là à essayer d'être présent, elle ne croyait toujours pas en lui. Et peut-être avait-elle raison. Il sortit son téléphone, fixa l'écran. Il pouvait appeler n'importe qui, régler n'importe quel problème, mais cela ne pouvait pas être acheté, négocié ou contrôlé. Il avait passé sa vie entière à bâtir des empires, à remporter des contrats, à avoir 3 coups d'avance, mais il avait perdu la seule chose qui comptait. Pas parce qu'il n'avait pas assez d'argent, mais parce qu'il n'avait pas assez d'amour, assez de temps, assez de présence. William resta assis dans ce couloir sombre à écouter ses filles pleurer pour quelqu'un d'autre. Et enfin, il comprit, il ne pouvait pas réparer cela seul. Il avait besoin de Maureen, pas parce qu'elle était pratique, pas parce qu'elle était douée dans son travail, parce que ses filles avaient besoin d'elle. Et peut-être, juste peut-être, que lui aussi en avait besoin. Il se leva lentement, s'essuya le visage et prit une décision. Demain,
il retournerait dans le Bronx. Et cette fois, il ne partirait pas avant qu'elle ne dise oui. William se présenta à l'appartement de la sœur de Maureen le lendemain matin. Ce n'était pas 7 jours. Cela ne faisait que 4, mais il ne pouvait plus attendre. Il frappa, attendit, le cœur battant. La sœur de Maureen ouvrit la porte. Elle parut surprise, puis agacée. Elle a dit 1 semaine. « Je sais, mais je dois la voir, s'il vous plaît. » La femme l'étudia un long moment. Puis elle appela par-dessus son épaule. « Maureen, il est encore là. » Des bruits de pas. Puis Maureen apparut, les bras croisés. Elle semblait fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi non plus. « Cela ne fait pas 1 semaine, monsieur Scott. »« Je sais. Je suis désolé, mais je... » Sa voix craqua. « Je les ai entendus hier soir. » L'expression de Maureen changea. « Entendu qui ?»« Mes filles. Elles parlèrent dans leur chambre, entre elles. » Les mains de William tremblaient. « Elles reparlent, mais pas à moi. Elles n'ont pas confiance en moi. Et je ne les blâme pas. » Maureen relâcha légèrement ses bras. « Elle pleurait pour vous, » continua William, la voix brute, demandant si vous alliez revenir, disant que vous leur manquiez. Et je suis resté devant leur porte à écouter. Et j'ai réalisé quelque chose. Il fit une pause, cherchant ses mots. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas les réparer. Je ne peux même pas les atteindre parce qu'elles ne me croient plus. Et le pire, c'est qu'elles ont raison de ne pas me croire. Maureen ne disait rien. Elle se contentait de l'observer. Je pensais pouvoir me pointer et que tout irait bien. Qu'être présent suffirait, mais ça ne suffit pas parce que j'ai passé 18 mois à leur apprendre que je ne reste pas, que je pars, que le travail est plus important qu'elles. Sa voix craqua. Et maintenant, elles attendent que je parte à nouveau. Une larme glissa sur sa joue. Il ne l'essuya pas. J'ai besoin de vous, Maureen. Pas parce que je vous paie, pas parce que vous êtes douée, mais parce que mes filles ont besoin de vous. Et moi. Il déglutit difficilement. J'ai besoin d'apprendre de vous. J'ai besoin que vous me montriez comment être le père qu'elles méritent parce que je n'ai aucune idée de ce que je fais. Les yeux de Maureen brillaient. « S'il vous plaît, » murmura William. « Je ne vous le demande pas en tant qu'employeur. Je vous le demande en tant qu'homme qui a perdu tout ce qui compte et qui ne sait pas comment le récupérer. » Le silence s'étira entre eux. Puis Maureen parla, la voix douce. « Qu'est-il arrivé à la réunion à Londres? Je l'ai annulé. Et le contrat à Singapour? Reporté. Pour combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. » William la regarda dans les yeux. « Je m'en fiche de perdre chaque contrat, chaque immeuble, chaque dollar. Rien de tout cela ne compte si je les perds elles. » Maureen étudia son visage, cherchant la sincérité, la vérité, le changement. Enfin, elle exhala lentement. « Si je reviens, vous devez comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas de les réparer. Il s'agit de les aimer, d'être là chaque jour, même quand c'est dur, même quand elles vous repoussent, même quand vous avez l'impression d'échouer. Je sais. Et vous ne pouvez pas faire ça à moitié. Vous ne pouvez pas être présent quelques semaines puis retourner à votre ancienne vie quand les choses deviennent confortables. Je ne le ferai pas. Je le jure. » Maureen regarda ses mains, puis leva les yeux vers lui. « Je reviendrai, mais pas aujourd'hui. » Le cœur de William sombra. « Donnez-moi 2 jours de plus, » dit-elle doucement. « Je dois finir certaines choses ici. Et vous devez dire aux filles que je reviens. Elles doivent l'entendre de vous. Elles doivent savoir que vous êtes allé me chercher, que vous vous êtes battu pour ça. » William acquiesça, le soulagement l'envahissant. « Merci, merci, Maureen. » Elle s'approcha, sa voix plus ferme. « Ne me remerciez pas encore, monsieur Scott. Le plus dur ne fait que commencer. » William rentra chez lui avec un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Pas seulement de l'espoir, mais un but. Il trouva les filles dans la salle de jeu, toujours assises ensemble, toujours calmes. Il s'agenouilla devant elles. « J'ai quelque chose à vous dire. » 3 paires d'yeux verts se levèrent. « Je suis allé voir mademoiselle Maureen aujourd'hui et elle revient. » Les yeux de Mary s'agrandirent. Edith se redressa. Les lèvres de Michel s'entr'ouvrirent. « Dans 2 jours, elle sera là. Et cette fois, » la voix de William était chargée d'émotion, « cette fois, je vais m'assurer qu'elle reste parce que moi aussi, je reste. » Pour la première fois depuis des jours, il vit quelque chose s'animer sur leur visage. Pas tout à fait de la croyance, mais peut-être une possibilité. 2 jours parurent une éternité. William tint parole. Il resta à la maison, prépara le petit déjeuner, lut des histoires,
s'assit avec les filles, même quand elles ne répondaient pas. Mais il voyait dans leurs yeux qu'elles attendaient, retenant leur souffle, craignant d'espérer. Le matin du deuxième jour, William se réveilla tôt. Il fit des pancakes comme Catherine en faisait. Il dressa la table, appela les filles pour le petit déjeuner. Elles descendirent lentement, encore en pyjama, toujours main dans la main. « Mangez bien, » dit-il doucement. « Nous avons une journée spéciale aujourd'hui. » Mary le regarda. « Est-ce que mademoiselle Moren vient ?» La poitrine de William se serra. C'était la première fois qu'elle s'adressait directement à lui depuis des semaines. « Oui, ma puce. » Elle rentre à la maison. Moren arriva à midi. Martha ouvrit la porte. Les deux femmes s'enlacèrent, comme de vieilles amies. Elles ont attendu devant la fenêtre toute la matinée, chuchota Martha. Moren acquiesça, les yeux déjà humides. Elle marcha dans le couloir, le cœur battant. Elle entendait la voix de William venant du salon, calme, assuré, en train de leur lire un livre. Elle s'arrêta sur le seuil. Les filles étaient assises sur le canapé, une de chaque côté de William. Il avait un livre ouvert sur les genoux. Elle ne regardait pas les pages. Elle fixait l'entrée, attendant. Moren apparut. « Bonjour mes jolies filles. » Le temps s'arrêta. Les yeux de Mary s'écarquillèrent. « Mademoiselle Moren, Mademoiselle Moren !» La voix d'Edith craqua sous l'émotion. Michel sauta du canapé. « Tu es revenue !» Toutes les trois coururent vers elle. Elles percutèrent Moren si fort qu'elle faillit tomber à la renverse, mais elle les rattrapa, enveloppa ses bras autour des trois et les serra fort. Elles pleuraient, parlaient toutes en même temps, les mots jaillissant comme si un barrage venait de rompre. « On pensait que tu étais parti pour toujours. Tu nous as trop manqué. Papa a dit que tu venais, mais on avait peur que ce soit pas vrai. » Moren se laissa tomber à genoux, les attirant plus près. « Je suis là, mes amours, je suis là. Vous m'avez manqué chaque jour. Est-ce que tu restes ?» Mary se recula, le visage trempé de larmes. « Tu ne repars plus ?» Moren leva les yeux, son regard croisa celui de William à l'autre bout de la pièce. Il était toujours assis sur le canapé, les larmes coulant sur son visage. Il fit un signe de tête. Moren regarda les filles. « Je reste, je vous le promets. » Michel enfouit son visage dans l'épaule de Moren. « On t'aime. Je vous aime aussi, ma chérie, tellement. » William regardait depuis l'autre côté de la pièce. Il ne bougeait pas, n'interrompait pas, regardait simplement ses filles revenir à la vie dans les bras de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois, il n'était pas jaloux. Il était reconnaissant parce que c'était cela. L'amour. Le vrai amour. Celui qui ne réclame pas de crédit, qui n'a pas besoin de reconnaissance. Celui qui se contente d'être là et de rester. Après un long moment, Moren le regarda. « Monsieur Scott !» William se leva, s'approcha lentement. Moren poussa doucement les filles vers lui. « Votre papa s'est battu très fort pour me faire revenir. Il est allé me chercher. Il n'a pas abandonné. » Mary regarda William. Vraiment, elle le dévisagea. « Tu as fait ça. » William s'agenouilla près d'elle. « Je l'ai fait parce que je vous aime, et j'ai enfin compris que vous avez besoin de gens qui sont là, pas de gens qui envoient de l'argent ou achètent des choses, des gens qui restent. » Edith tendit la main et prit celle de William. Puis Mary prit l'autre main. Michel entoura son cou de ses petits bras. Et William Scott, l'homme qui avait bâti un empire, conclut des contrats de plusieurs milliards, conquis Manhattan, s'effondra complètement. Il tint ses filles et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de Catherine. Moren posa sa main sur son épaule. Un contact doux, une promesse silencieuse. Nous traverserons cela ensemble. Ce soir-là, la maison semblait différente. Plus vide, plus silencieuse. Les filles étaient dans la cuisine avec Moren, l'aidant à préparer le dîner, riant, parlant, chantant tout en remuant. William se tenait sur le seuil, observant, et pour la première fois en 2 ans, il ressentit quelque chose qu'il pensait disparu à jamais. La paix. 6 mois plus tard, la maison ne sonnait plus creux. William avait restructuré sa vie entière. Il travaillait de la maison 3 jours par semaine. Plus de journées de 16 heures. Plus de voyages pendant les semaines d'école. Il connaissait désormais les professeurs des filles, les noms de leurs amis, les chansons qu'elles inventaient, les jeux auxquels elles jouaient. Il était là pour le petit déjeuner chaque matin, le dîner chaque soir, les histoires au lit, les cauchemars,
les bons jours et les jours difficiles. Il était présent et lentement, très lentement, ses filles commençaient à lui faire confiance à nouveau. Maureen n'était plus seulement la gouvernante, elle était de la famille. Les filles l'appelaient Tante Maureen. Elle dînait avec eux, fêtait les anniversaires, priait avec elle avant de dormir. Et William, il apprenait d'elle comment écouter sans essayer de tout réparer, comment être présent sans contrôler, comment aimer sans condition. Un samedi soir, alors que le soleil descendait bas sur le Hudson, William les trouva tous dans le jardin. Maureen et les filles étaient à genoux dans la terre, plantant quelque chose, les mains couvertes de terreau, les rires flottant dans l'air tiède. William s'approcha. « Qu'est-ce qu'on plante ?» Michel leva les yeux, le visage rayonnant. « Des tournesols, papa. »« Des tournesols. » Mary acquiesça. Tante Maureen a dit que maman les adorait. William s'agenouilla près d'elle, la gorge serrée. C'est vrai, elle les aimait beaucoup. Edith pressa soigneusement des graines dans la terre. Pourquoi elle les aimait, papa? William regarda Maureen. Elle sourit doucement, l'encourageant. Il se tourna vers ses filles. Votre maman disait toujours que les tournesols se tournent toujours vers la lumière. Peu importe l'obscurité, ils continuent de chercher le soleil. Elle disait, c'est comme ça qu'on est censé vivre, toujours se tourner vers la lumière. Comme nous, dit Mary doucement. Les yeux de William brûlaient. Oui, ma puce. Comme nous. Michel pointa le ciel du doigt. Papa, regarde. Un papillon jaune s'était posé sur l'un des paquets de graines. Les filles se turent, l'observant, ses ailes s'ouvrant et se fermant lentement dans la lumière déclinante. C'est maman, chuchota Michel. N'est-ce pas? La voix de Maureen était douce. Oui, ma jolie, c'est elle qui veille sur vous. Elle est si fière de voir à quel point vous êtes devenue forte. Le papillon s'envola, décrivit un cercle, puis s'éclipsa vers le coucher du soleil. Mary prit la main de William. « Tu penses qu'elle sait qu'on va bien maintenant ?» William l'attira contre lui, attira les trois filles contre lui, la voix chargée d'émotion. « Je pense qu'elle le sait. Je pense qu'elle nous regarde depuis tout ce temps, attendant que nous retrouvions notre chemin. » Edith leva les yeux vers lui. « Tu restes, papa? Vraiment, tu restes? »« Je reste, ma puce, je te le promets, je ne vais nulle part. Jamais, jamais. » répéta Michel en posant sa tête contre son torse. « Je suis contente que mademoiselle Maureen soit revenue. »« Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » William regarda Maureen par-dessus la tête des filles. Elle essuyait des larmes de ses yeux. « Merci, » articula-t-il sans un bruit. Elle secoua doucement la tête. « Non, merci Dieu. » Et William comprit. Il ne s'agissait pas de lui, de Maureen, ou même des filles. Il s'agissait de la grâce, celle qui apparaît quand on est brisé, celle qui s'insinue dans le silence pour en tirer des chansons, celle qui n'abandonne pas, même quand on a renoncé à soi-même. Le soleil disparut derrière l'horizon. Le jardin s'emplit d'une lumière dorée. Et pour la première fois depuis la mort de Catherine, William Scott se sentit entier. Pas parce que tout était parfait, mais parce qu'il était enfin là où il devait être, présent, reconnaissant, chez lui. Mary regarda le ciel qui s'assombrissait. « Les tournesols vont pousser, n'est-ce pas, papa ?» William embrassa le sommet de sa tête. « Oui, ma puce, ils vont pousser. Et quand ils le feront, ils se tourneront vers la lumière. Comme votre maman l'a dit. Comme nous, » répéta Edith. « Comme nous, » murmura William. Et à ce moment-là, entouré de ses filles, aux côtés de la femme qui les avait tous sauvés, William comprit enfin ce que sa femme essayait de lui enseigner depuis le début. La vraie richesse n'est pas ce que l'on bâtit, c'est ce que l'on devient. Et la chose la plus précieuse dans cette vie n'est ni le succès, ni l'argent, ni le pouvoir. C'est l'amour qui reste, même dans le silence, même dans le noir. L'amour qui reste. Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Matthieu 16, 26.